Bon, bah, bienvenue à tous. On va parler de identifier les menaces avec la suite Elastic et notamment une partie qui s'appelle Elastic-SIEM, qui est un nouveau produit dont je vais vous parler tout à l'heure. Donc, je m'appelle David Pilato et mon compte Twitter, c'est Dadouné, si vous voulez me suivre. Je sais, pour le pseudo, mais c'est comme ça. Alors, vous connaissez sans doute cette image où vous avez ce petit chien là, il y a le feu autour de lui, il dit « Oh, tout va bien, c'est pas très grave, c'est un tout petit feu qui est autour de moi ». Et on peut classifier les incidents de sécurité avec 3 niveaux. En fait, il y en a un, c'est pour information, l'autre c'est ah merde, et puis l'autre c'est oh putain, ça part vraiment en cacahuète, quoi. Et du coup, c'est ce qui peut arriver à ce petit chien, c'est qu'effectivement le feu va se propager, et puis au bout d'un moment, il pensait que tout allait bien, mais finalement, c'est le bordel, il y a le feu partout, et la difficulté qu'il va avoir, c'est à trouver qu'est-ce qui s'est passé finalement, d'où vient ce problème, qu'est-ce qui s'est passé. Alors, quand vous avez une intrusion ou un problème dans votre système d'information, vous avez plusieurs moyens de découvrir une faille. Le pire des cas, c'est découvrir la faille par la presse ou les utilisateurs. Ça, c'est vraiment le pire qui puisse vous arriver. Puis je vais descendre petit à petit avec les meilleures façons. L'autre façon, c'est de découvrir par des pirates qui vous demandent une rançon, qui disent voilà, je vous ai piqué de la donnée, et je vous dirai pas quelle donnée je vous ai piqué, mais je vous assure que j'en ai piqué. Donnez-moi des bitcoins ou autre chose. Une autre façon de découvrir une faille, alors ce qui est moins connu celle-là, mais c'est arrivé à un de mes collègues, c'est par sa facture cloud. Tout d'un coup, il y a une émission de data phénoménale ou des process qui sont démarrés depuis son environnement cloud préféré, et là, le mois suivant, la facture cloud a fait mal, et c'est comme ça qu'il a découvert qu'il avait une faille à un moment. Un petit peu mieux, c'est découvrir vous-même la faille, mais après les faits. Bon, ça se fait, quoi. Le mieux, et l'idéal, c'est découvrir vous-même la faille, mais aussi pouvoir prouver qu'il n'y a pas eu de dégâts. Et ça, c'est le plus important, c'est de dire, OK, il y a eu une intrusion, ça peut arriver des intrusions, pourquoi pas. Mais au moins être certain de ce qui s'est passé et de ce qu'ont été capables de faire les personnes qui se sont introduites sur votre système. Alors, je vais commencer par parler d'un projet qui s'appelle AuditD, dont on va parler un petit peu et qu'Elastic utilise, en tout cas il utilise le principe. Et AuditD, ça peut vous aider justement à capturer de l'information, alors dans les environnements Linux en particulier. Et c'est un premier pas pour la compréhension de ce qui s'est passé sur votre système d'information. Alors la pageman a dit ceci. En gros, c'est uniquement de l'enregistrement d'informations. Il n'y a pas de prévention, il n'y a rien de préventif dans tout ça. C'est juste, on fait du log, on dit ce qui s'est passé sur la machine, on a des rapports. Il n'y a rien pour attaquer les attaques avec AuditD. C'est juste du reporting, c'est ce qu'il faut. Il faut vraiment être conscient de ça. Si vous voulez être capable d'attaquer les attaques, il y a des trucs comme SE Linux. Je ne suis pas très connaisseur de tout ça, mais SE Linux, a priori, ça va vous permettre de bloquer des attaques. Donc AuditD, ça vous sert à monitorer pas mal de choses, donc les accès fichiers, l'accès réseau, quels sont les appels système, quelles sont les commandes qui ont été lancées par des utilisateurs, puis plus globalement des événements de sécurité. Alors ça marche un petit peu comme ça. Quand il y a des tâches qui sont lancées, il y a un système de filtre et tout ça va être lancé vers le process d'AuditD, et puis ce démon va ensuite loguer de l'information. Alors je vais vous montrer ça en action, comme ça, enfin si j'y arrive. Comme ça, vous allez voir exactement ce dont il s'agit. Alors, comment je fais ça? Je vais aller me connecter ici. Donc j'ai une instance dans le cloud d'une machine qui tourne. C'est assez grand, peut-être pas. Comme ça. Donc c'est un Ubuntu, une instance Ubuntu. Là, vous ne le voyez pas encore. Je mets mon mot de passe. Voilà, c'est une petite instance Ubuntu classique. Et donc il y a AuditD qui a été installé sur cette machine. Donc je peux lancer des commandes du style audit report, comme ça. Mon mot de passe. Ce truc-là me dit, voici un rapport entre différentes dates. Alors, vous allez voir qu'ici, ça a tourné du 7 novembre au 7 novembre, mais juste un tout petit moment. Le process est désactivé, mais pour une raison que je vais vous expliquer après. Mais en gros, voilà ce que ça vous donne. Ça vous donne ici un résumé du rapport. Il y a eu des modifications de configuration, il y a eu des groupes qui ont été créés ou des users qui ont été créés à cette période-là. Enfin, des opérations qui sont intéressantes au niveau de la sécurité, le nombre de logins qui ont été effectués, réussis, échoués, etc., nombre d'utilisateurs, nombre de terminals, etc. Plein d'informations.
Toute cette information vient en fait d'un fichier de log que collecte AuditD. Qui est là. Alors, var log audit log. Donc ça ressemble à ça. Vous voyez, il y a une ligne par type d'opération. Ici, c'est un démon qui a démarré. Ici, c'est un changement de configuration. Ici, c'est un service qui a démarré, etc. Je vais en profiter pour faire un copier-coller de ce truc, cette ligne-là, si j'y arrive. Ouais. Ou pas. Parce que je vais en avoir besoin tout à l'heure. Ouais, c'est le PC de Philippe, enfin le Mac. Donc voilà, c'est ces lignes de log-là en fait, que vous avez vues tout à l'heure sous forme de résumé. Mais là, vous avez exactement le détail. Alors ça, c'est très pratique, hein, ces lignes, parce que si vous avez une intrusion, vous pouvez aller voir sur la machine qui a subi l'intrusion, et puis ensuite aller analyser un petit peu ce qui s'est passé entre deux dates. Vous les voyez, les dates, là? Ouais, non, moi je les vois pas. Elles sont compliquées à trouver, hein, les dates, quand même, là-dessus. La difficulté d'analyser de ces fichiers de log, c'est qu'en fait, c'est difficile à parser. Et là, je n'ai qu'une machine, mais si j'ai une centaine de machines dans mon système d'information, il va falloir que je me connecte, je fasse un SSH sur les 100 machines et que je regarde pour chacune dans le fichier de log qu'est-ce qui s'est passé exactement. Donc, il va falloir arriver sans doute à centraliser cette information pour pouvoir l'exploiter de manière correcte. Je vais vous expliquer comment nous, on a résolu ce problème-là. Alors, comment fonctionne AuditD? Il y a un fichier de conf qui s'appelle comment il s'appelle? Rules. Et là, c'est etc audit. Je suis un peu long. Hein. Rules, rules.d / audit.rules. Alors vous allez voir, il est là extrêmement simple. C'est la version de base qui contient absolument, très très peu de configuration. Il fait le minimum vital. Ce truc-là. Il y a un espace sur Internet, dans le projet d'AuditD, en fait, qui est ici, où vous avez dans ce répertoire-là, Rules, tout un tas de configurations. Donc les configurations de base, c'est exactement ce qu'on vient de voir. C'est le fichier qu'on vient de voir, c'est la configuration de base. Si par exemple, vous voulez activer des règles de sécurité, d'audit de sécurité pour tout ce qui est conteneur, ben vous allez pouvoir rajouter ces lignes-là à votre fichier de config, et là, automatiquement, vous allez pouvoir avoir des informations liées au démarrage de vos conteneurs, etc., etc. Donc ça, c'était pour AuditD. Alors, je vous ai dit que la difficulté, c'est qu'on a éventuellement plusieurs machines et on a beaucoup d'informations à collecter. On peut collecter éventuellement les lignes de log d'AuditD, on veut potentiellement pouvoir collecter d'autres choses. Et nous, notre idée chez Elastic, c'est de dire collectez toutes les choses possibles et imaginables que vous avez, et ça va vous servir quand vous allez devoir faire des enquêtes de sécurité. Alors, comment on fait cette centralisation? Nous, on a, donc chez Elastic, la boîte pour laquelle je travaille, je suis développeur évangéliste. J'ai été développeur, je suis plutôt évangéliste maintenant. On a édité une solution logicielle que vous connaissez peut-être sous le nom ELK. Alors, qui connaît encore ce nom ELK? Ok, pas mal de gens. Donc Elasticsearch, Logstash, Kibana, qui était la base de la stack. Vous voyez la stack, l'image de la stack, ils sont les uns sur les autres. Ouais, le marketing est fort chez nous. Et un jour, on a rajouté un autre composant qui s'appelle Bits. Ah, vas-y, je te laisse prendre la photo comme ça. Bits, le composant Bits, c'est un agent dont je vais vous parler tout à l'heure, et qui nous a posé des questions d'un point de vue marketing en se disant ah oui, on a maintenant un autre truc dans la stack qui est B, alors il faut qu'on rajoute ce B quelque part, ça peut s'appeler ELKB, donc voilà, on s'est dit on va peut-être faire cette icône-là, c'est donc un élan avec une abeille, c'est le B de bees. Et puis on s'est dit mais c'est pas scalable ce truc, nous on aime bien les trucs qui scale chez Elastic. Et le logo en fait n'est pas scalable parce qu'on rajoute un autre produit, il va falloir encore rechanger tous les logos et tout refaire. Donc on a dit, on abandonne cette idée, on va appeler ça maintenant Elastic Stack, c'est plus simple et on peut rajouter des trucs là-dedans comme on veut. De toute façon, ça va juste agrandir la stack. Et c'est ce qu'on a fait. Et la suite Elastic, donc en français on appelle la suite Elastic, est composée donc de ces 4 éléments. Donc bits, ce sont des agents écrits en Go qui permettent de collecter de la donnée de différentes formes. Vous avez packet bit pour la carte réseau, file bit pour les logs. Audit bit, je vais en parler tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Metric bit pour des metric systems, etc. Donc tout un tas de composants bits qui captent de l'information et qui envoient ça vers Elasticsearch, est indexé dans Elasticsearch et on visualise l'information dans Kibana.
Et il y a Logstash qui est à côté, donc on ne va pas parler aujourd'hui, qui est un ETL, donc qui permet de faire de l'extraction, de la transformation, de l'enrichissement de données à la volée, qui vient de bits ou d'autres composants d'une base de données relationnelle, qu'importe. Et tout ça, ça peut être envoyé vers Elasticsearch ou d'autres destinations. Donc ça, c'est Logstash. Donc tout ça, c'est la suite Elastic et c'est ce qu'on édite chez Elastic. Alors dans les composants bits, je vous ai parlé de FileBit. FileBit permet de collecter des logs et dans FileBit, on a différents modules et notamment il y a un module ici qui va nous intéresser qui est le module AuditD qui va nous permettre de connecter et de récupérer les logs que je vous ai montré tout à l'heure d'AuditD, de les parser avec FileBit et de les envoyer vers un Elasticsearch. Donc c'est ce que je vais vous montrer maintenant ici. Donc je retourne ici. Alors j'ai un FileBit qui est installé sur ma machine et je vais vous montrer sa configuration. Donc c'est pareil, il y a un fichier de conf, etc, FileBit, FileBit.yml. Ce fichier de configuration, j'ai plusieurs modules activés. Donc j'ai le fameux module AuditD. Quand on active le module, en fait, qu'est-ce que c'est qu'un module? Un module, il sait exactement où trouver les fichiers de log, par exemple. Vous n'avez pas à configurer, voici le chemin d'accès aux fichiers de log, voici le type de rotation qu'il y a sur ces fichiers, etc. Tout est configuré pour vous. On a activé le module Nginx, donc il y a un Nginx qui tourne sur cette machine, et puis le module système qui sont tous les logs liés au système. On peut rajouter de l'information. Du style ici des tags sur ce qu'on collecte, sur les événements collectés par FileBit. Donc sur chacune des lignes de log, chaque ligne de log va être enrichie avec ces tags-là, production, light sale par exemple, vous mettez les tags que vous voulez. Ça va vous permettre de différencier après dans Kibana, dans quel environnement je suis en train de tourner. Je veux voir que des incidents de sécurité sur la prod et pas sur la pré-prod par exemple. Ou je veux voir sur tout. Enfin, tout ça vous pouvez faire. Il y a d'autres choses, mais ça je vous en parlerai un petit peu après. Alors, ce qu'on fait avec FileBit ici, et en activant le module AuditD dont j'ai parlé, c'est un petit peu comme si on faisait un tail-f sur le fichier d'audit log, et que chacune des lignes de log qui sont rajoutées sont envoyées vers Elasticsearch. Or, la façon dont elles sont envoyées vers Elasticsearch, si je vous montre quelque chose, je vais me connecter à Kibana. Ah, je t'ai déjà connecté? Ok. J'ai fait quoi? Ah, j'ai cliqué sur un bouton que je voulais pas. Je voulais aller... Comment on fait pour... Ah, je dis, c'est pas mon Mac, il faut que je m'habitue à celui-là. Comment on fait pour monter et descendre ici? Avec les deux doigts, peut-être? Oui, c'est ça. Ouais, c'est bon. Tiens, j'avais pas fait mon copier-coller de mes trucs. C'était pas mon environnement, donc... Attends, si j'avais sauvegardé ça, je vais la mettre là, celle-là. Pardon, hein. Je vous auriez pas dû voir cette petite manip. Donc là, je suis dans un espace qui s'appelle le développeur console d'Elastic, où, en gros, je vais pouvoir passer des requêtes vers Elasticsearch pour vous montrer un petit peu ce qui se passe dans Elasticsearch. Donc je vous ai dit tout à l'heure, j'avais une ligne de log qui est celle-là, là, qu'on avait récupérée dans notre composant AuditD, dans nos logs. Alors j'ai juste à changer. Comment ça va être ce truc? C'est pas là, c'est là. Clac. Parce que j'ai des guillemets. Voilà. Donc imaginez cette ligne de log que j'avais collectée. La façon dont FileBit va l'envoyer à Elasticsearch, c'est juste il va créer un document JSON avec un champ message et la ligne en question. Si on indexe ça tel que, on ne va pas pouvoir faire grand-chose de ces informations parce qu'elle n'est pas du tout structurée. Donc ça, c'est pas intéressant pour nous. Alors je dis qu'on n'envoie que le contenu de message, mais en fait, il y a plein d'autres données qui arrivent avec. Il y a le timestamp, il y a le nom de la machine, enfin, il y a plein de métadonnées qui arrivent avec. Mais là, on va se focaliser sur message. Donc comme cette ligne de log, elle ne nous intéresse pas en tant que telle, notamment ici, on a peut-être un truc qui s'appelle le UID, là on a un PID, donc c'est peut-être des informations intéressantes pour nous à mettre dans des champs particuliers. Le retour de l'action, c'est un succès, par exemple. Et ce truc-là, c'est un encodage en hexadécimal, peut-être que ça, c'est un contenu qui est intéressant. En fait, si je l'indexe tel que, je ne vais pas être capable de faire grand-chose avec ça. Donc avec les modules FileBit viennent ce qu'on appelle des ingest pipelines, qui est une fonctionnalité d'Elasticsearch. Et les ingest pipelines vont permettre de faire de la transformation à la volée quand vous envoyez des lignes dans Elasticsearch. Donc là, je vous ai montré le ingest pipeline de FileBit pour les audit logs.
que fait cet ingest pipeline? Il a un premier processeur qui est du grok. Donc grok, c'est appliquer des expressions régulières à une ligne de log et extraire de l'information. Donc là, on a défini d'autres modèles d'expressions régulières qu'on applique ici. Et il y a différents patterns qui sont possibles. Donc en fait, il essaye d'appliquer le premier. S'il n'y arrive pas, il essaye le deuxième. S'il n'y arrive pas, il essaye le troisième. S'il n'y arrive pas, il essaye le quatrième. Et puis à la fin, il échoue si vraiment il n'y arrive pas. Puis il y a autre chose qui est fait derrière. Il y a plein de transformations. Il y a du key value. Là, il transforme un petit peu ça. Il supprime des champs. Il supprime le champ message. Bah oui, c'est pas la peine de garder le champ brut tel que, parce qu'il ne nous sert plus à rien si on a structuré la donnée. Le champ date, il vient d'un champ qui s'appelle auditd.log.epoch. Nous, on a besoin de normaliser l'information et dans la suite élastique, on utilise tout le temps le champ addTimestamp pour normaliser des dates. Donc on va dire, tiens, on va mettre ça dans addTimestamp et voilà le format en plus de la date. C'est un format Unix. Après, on peut supprimer ce champ-là, etc. Il y a même du script ici. Ouais, on fait du scripting dans notre langage qui s'appelle Painless. Et ce truc-là, vous voyez, on va faire de la transformation d'exa en ASCII et on va permettre de décoder en fait cette chaîne de caractères-là à la volée, etc., etc., jusqu'à la fin. J'en passe et des meilleurs. Et quand on exécute ça sur un champ, sur un contenu, alors, je vais vous montrer le contenu. Ici, je vais le faire. Donc, j'ai une API qui s'appelle Simulate qui me permet de montrer un petit peu comment va se comporter le ingest pipeline. Si j'exécute ça, je vais voir que là, il n'a pas réussi à parser ma ligne de log, puisque dans la ligne de log, j'avais mis que empty qui correspond à aucun pattern qu'on avait défini. Par contre, si je mets ce qu'on avait vu tout à l'heure dans l'audit des logs, j'essaye d'exécuter ça et on voit que là j'ai une information cette fois qui est super intéressante. Mon truc en exa, en fait, on voit comment il a été transformé ici. Je vois que c'est un bin SH, il y a un echo, become success, il y a du Python 3, il y a de l'information ici qui est pour le coup vraiment utile. Et c'est ça qui va être indexé dans Elasticsearch. Le PID, j'en ai parlé tout à l'heure ici, vous voyez, il est vraiment extrait sous forme d'une valeur numérique qu'on va vraiment pouvoir exploiter éventuellement. Le timestamp maintenant c'est une vraie date, enfin une vraie date. C'en était une tout à l'heure, mais au moins elle est normalisée. Etc., etc. Vous avez le user ID qui a fait la commande, etc. Donc tout ça, ça va être fait automatiquement par Elasticsearch. Donc Filebit provisionne ce pipeline. Quand Filebit envoie un message, il passe par ce pipeline. Et ce qui est indexé dans Elasticsearch, c'est une version complètement enrichie. Et ça nous permet ensuite d'aller voir dans les dashboards d'Elasticsearch, qui sont fournis aussi par défaut par le composant Filebit. On va pouvoir aller voir le dashboard Filebit Audit D, qui est celui-là. Donc Kibana. Donc là, je suis sur les 15 dernières minutes. Bon, je peux faire un petit peu plus long sur les 7 derniers jours, par exemple. Ouais, on collecte de la donnée depuis quelques jours. Donc on voit les types d'événements qui ont été collectés. Hein, tout à l'heure, quel était le type? Je ne me rappelle plus. C'était quoi? C'était un type user command. User CMD, bah ici, ouais, c'est un de ceux-là. Donc c'est un des users CMD qui a été collecté et parsé par Elasticsearch. Qu'est-ce qu'on voit là-dedans? On voit que j'ai des gens qui se connectent d'un petit peu partout. Ah ouais, bah a priori, on n'est pas tout seul sur ma machine. On n'est pas censé être connu, mais bon, il y a des gens qui doivent essayer de faire des trucs, sans doute. On va voir, on va essayer d'explorer ça tout à l'heure. Alors il y a d'autres modules Filebit qui peuvent être intéressants d'ailleurs. Je vous ai parlé tout à l'heure qu'on avait activé le module système. C'est pas grave, reste en bas. Filebit système. Lequel je voulais voir les new users et groupe ECS. Donc ça, c'est une information qui est à chaque fois que vous allez créer un nouvel utilisateur ou un nouveau groupe sur une de vos machines, bah, ça va apparaître ici. Donc là, j'ai activé sur les 7 derniers jours. On a créé l'instance à cette date-là, le 7 novembre. Quand on a créé l'instance, on a créé des comptes. Bah, c'est ce que vous voyez apparaître ici. On a différents comptes, on voit quels sont leurs espaces de travail, etc., leur home directory. Donc ça, c'est de l'information qui est collectée comme ça nativement, qui peut être utile aussi dans vos enquêtes. Hein. Est-ce qu'il n'y a pas des nouveaux utilisateurs qui auraient été créés récemment? C'est qui? Pourquoi? Etc. Je crois que j'en avais un autre. Oui, ici, je peux aller voir les sudo commands aussi. Alors, qui a fait des sudo? Quelles sont les commandes qui ont été exécutées? Tout à l'heure, j'ai fait un sudo AU report, par exemple. Ouais, celui-là, on le voit apparaître. Donc, voilà, toutes les commandes sudo qui ont pu être exécutées sur cette machine au cours du temps, etc. Assez pratique. Ça va jusque-là, je ne vous ai pas perdu? C'est bon. Alors ça, c'est bien. C'est sympa. On arrive à faire des trucs chouettes quand même.
mais il y a des petites choses qui sont assez déplaisantes. Je ne sais pas si vous avez vu, par exemple, tout à l'heure, il y avait un UID 1000. Qu'est-ce que je fais avec ça? C'est quoi le nom de l'utilisateur, en fait? C'est quoi son vrai nom? Bah, je ne peux pas en faire grand-chose. Donc nous, on a choisi de développer un composant qui s'appelle AuditBit. Il fait partie de la famille des composants bits, dont j'ai parlé tout à l'heure. Et dans AuditBit, il y a un module qui s'appelle AuditDModule, et qui va permettre de faire plusieurs choses et d'enrichir en fait, les simples informations qui ont été collectées nativement par AuditD en faisant d'autres choses, notamment en faisant de la corrélation d'événements qui sont relatifs entre eux, la résolution des UID. Donc quand vous avez 1000, au lieu de mettre 1000, on va mettre plutôt le vrai nom d'utilisateur, ça va être beaucoup plus pratique que ce qu'on avait. Et puis une intégration native avec Elasticsearch, c'est-à-dire qu'on va plus avoir besoin de générer des lignes de log, d'avoir à les parser dans un module processeur ou que sais-je encore. On va juste prendre directement la donnée qui est collectée par le module et l'envoyer directement vers Elasticsearch de façon native. D'autres avantages, une configuration facile, c'est écrit en Go, donc ça prend très peu de ressources, très peu de mémoire. Et puis il y a cette histoire de BPF, mais je ne sais pas ce que c'est, donc je ne vais pas vous en parler. C'est sur le slide. Donc je vais vous faire une petite démo de cette partie-là aussi, qui est plus intéressante. Hop. Excusez-moi. Voilà. Donc, ce que va faire AuditBit, c'est qu'il va être capable de lire les règles qui sont écrites de la même façon qu'on les écrivait dans AuditD. Donc tout à l'heure, les systèmes de règles que je vous ai montrés dans ce répertoire-là, c'est-à-dire ces règles-là, vous pouvez les appliquer dans la configuration d'AuditBit nativement. Et AuditBit sait lire exactement ces règles-là. C'est AuditBit qui va tourner, et maintenant c'est plus AuditD. Et c'est la raison pour laquelle je vous ai dit tout à l'heure qu'on a désactivé AuditD, c'est parce qu'en fait sur mon système, il n'y a plus AuditD qui tourne, mais c'est AuditBit, mais qui fait la même chose, plus. Okay. Donc en gros, vous avez intérêt à faire tourner un AuditBit plutôt qu'un AuditD. Alors, il y a juste un inconvénient à tout ça, à AuditBit et AuditD d'une façon générale, c'est que ça ne fonctionne pas sur Windows. Donc sur Windows, il faut trouver d'autres mécaniques pour tout ça. Alors je vais vous montrer la configuration d'AuditBit. Il doit être là. AuditBit. Ah, j'ai oublié le T. Et auditbit.yml. Donc à quoi ressemble cette configuration? Quels sont les modules que j'active? J'active le module AuditD. Vous avez vu, je lui dis ici, résous-moi les ID. C'est là où il va faire l'association entre 1000 et le vrai user ID, etc. Il y a tout un tas d'informations. Et ce qui est intéressant, c'est ici la partie Audit Rules, où là, on va retrouver exactement toutes les règles d'audit qu'on souhaite définir sur la machine. C'est là où vous faites le copier-coller à l'intérieur. Par exemple, si je vous montre celle-là, Identity Change, ces trois lignes-là vont permettre de se rendre compte qu'il y a eu des modifications de groupe, de password, que sais-je encore, sur la machine. Alors, imaginons qu'on souhaite monitorer les accès à un fichier particulier depuis un groupe d'utilisateurs. Je vais me connecter avec un autre nom d'utilisateur sur cette machine. J'ai un compte admin et j'ai un compte user en fait. Elastic user. S'il y a des petits curieux d'ailleurs, vous avez ici le nom de la machine, hein, si vous voulez tenter du SSH dessus, des trucs comme ça. Enfin, des fois ça part en cacahuète. Alors ne faites juste pas du deny de service s'il vous plaît, c'est la seule chose que je vous demande de ne pas faire. Mais si vous voulez tenter de vous connecter avec des logins, tout ça, enfin, allez-y, vous avez des machines, vous savez faire. Tac. Mon mot de passe. Donc là, je suis connecté en tant qu'utilisateur sur mon système. Ah oui, ce que je voulais vous montrer, c'était... pardon, je voulais vous faire d'abord un truc. Je voulais vous montrer que, tiens, je peux me tromper de mot de passe. C'est vrai, je peux essayer de tenter... peut-être ce que vous l'allez faire, d'ailleurs. J'essaye. Je me suis trompé 3 fois. Du coup, si je vais ici dans la partie... Ah, qui est où ? SSH login, je crois que c'est celui-là, ouais. Je crois que c'est bien. Voilà. Ici, j'ai des tentatives de login de SSH. Vous voyez que j'en ai pas mal, hein, des gens qui essayent de se connecter. Si on essaye sur les 15 dernières minutes, on va regarder. Clac. Ouais, donc là, il y en a quelques-uns, par exemple, et il y a du failed. Alors, je ne sais pas si c'est vous. Hein. Non, peut-être pas vous, parce que vous n'êtes pas a priori à cet endroit-là.
Et peut-être ici. Bon. En tout cas, il y a Elastic User. Ouais. Effectivement, et Elastic User, ici, il s'est planté. Donc là, c'était moi. Typiquement, je me suis planté dans ma connexion. Okay. Et si je me connecte maintenant correctement, je recommence. Je devrais voir, bon, je sais plus, il n'est peut-être pas rafraîchi automatiquement dans le dashboard. Je devrais voir à un moment que mon Elastic User il passe. Alors, le temps que ça soit collecté et indexé. Toc, toc, toc. Toujours pas. À moins que ce soit que les erreurs que j'ai dessous. Non, si, c'est bon, j'ai un accepté là. Voilà. Mon Elastic User, il a bien réussi à se connecter, donc maintenant je vois que je suis connecté. Alors, je suis un utilisateur lambda, et puis moi, je ne sais pas trop, j'ai envie de jouer avec cette machine, là, je suis un peu curieux, je vais peut-être aller faire un petit cat /tc/ password pour voir si par hasard, je ne pourrais pas faire des choses intéressantes avec ce fichier. Alors, pour les besoins de la démo, on a rendu accessible ce fichier en lecture à ce groupe d'utilisateurs, mais bon, normalement, ça ne devrait pas être le cas. Qu'est-ce qui se passe quand je fais ce cat etc password? Ben, en réalité, j'ai mis une règle d'audit ici. Elle était où? Elle était là. J'ai mis une règle d'audit. Alors, il faut que je la retrouve. Ici. J'ai dit, si jamais quelqu'un lit etc password depuis le groupe, ça doit être le groupe des développeurs, à ce moment-là, tu vas envoyer un événement d'audit en disant, j'ai un problème ici, à ce moment-là, et tu vas le taguer avec développeur password read. Okay. Donc ça, c'est le petit nom que je lui donne. Et ça, c'est une information que je vais pouvoir retrouver. Donc si je vais dans Kibana, à nouveau, je vais aller dans la partie qui s'appelle Discover, c'est juste pour découvrir les données qui sont collectées. Donc je vais changer d'index, là je suis sur FileBit, mais là je vais mettre sur AuditBit, sur les 15 dernières minutes. Ok. Et alors là, on voit les événements dessous, on voit tous les événements collectés d'audit. Bon, je reprends un au hasard, ici on voit il y a de l'information collectée. Donc c'est tous les champs qui sont collectés d'audit. Là c'est quoi? C'est du socket a priori, c'est quoi? Un syscall, ouais, c'est un syscall. Bon. Ce qui va m'intéresser, c'est de retrouver, est-ce que j'ai des gens qui ont essayé de lire mon fichier? Donc là, je peux aller regarder dans le champ tags. Est-ce que j'aurais, par hasard, comment il s'appelle mon truc? Developers password read, au cours des 15 dernières minutes. Bah ouais, effectivement, j'en ai 3. J'ai 3 tentatives a priori, et voilà les événements en question. Donc je sais qu'il y a quelqu'un là qui a priori essaye d'accéder à un fichier où il n'est pas censé vraiment accéder, il n'est pas censé le lire, mais je peux voir cette information. Alors, en passant, quand on regarde ici le document JSON qui est collecté, donc il y a tous ces trucs d'audit, et il y a une partie qui est pas mal, qui est ici cloud, ouais, tous ces champs cloud ici. En fait, dans la configuration d'audit-bit que je vous ai montré tout à l'heure, il y avait des add host provider, comment ça s'appelait ce truc-là? Il est où? Oui, si, c'est celui-là. Si, c'est aussi ici. Je vais vous montrer plus bas. Ici, j'ai ce processeur add cloud metadata. Et ce truc-là, en fait, automatiquement, quand il tourne dans un environnement cloud, si vous ajoutez ce processeur, il va enrichir automatiquement tous les événements avec les informations qui proviennent de votre fournisseur de cloud sur la plateforme sur laquelle le AuditBit est en train de tourner. Et c'est ce qui se passe ici. Du coup, automatiquement, j'ai dans quelle zone c'est, quelle est l'image utilisée, quel est le type de machine, quel est le provider, etc. etc. Donc ça, c'est de l'information que vous récupérez gratuitement, ne vous en privez pas, faites-le. Il y a la partie host aussi qui est collectée naturellement, donc tout ce qui est sur le host. Voilà, le host, tiens, c'est une Ubuntu. Ça peut être très pratique, par exemple. Vous pouvez vous dire, j'ai des patchs de sécurité appliqués sur toutes mes machines de type Ubuntu 18.0.4.3. Elles sont où? C'est quoi les adresses IP? Elles sont dans quelle machine cloud et compagnie? Donc, vous récupérez ça très simplement. Alors, on va continuer d'explorer un petit peu. On va dire que notre utilisateur continue d'explorer la machine. Et puis, il est où? Il est là, lui. Et puis, il va faire un petit service nginx status. Ok, il y a bien un nginx qui tourne. Bon, du coup, allez, on va faire un petit restart parce que ça peut être pratique. Alors là, comme il n'a pas le droit de redémarrer lui-même en tant qu'utilisateur ce process, il va dire je le redémarre en tant que Elastic admin. Ok. Il a trouvé le mot de passe, je ne sais pas comment. Ah. Enfin, ou il n'a pas trouvé le mot de passe du coup.
C'est bon. Donc il a fait son petit restart en tant qu'Elastic admin. Si on va voir dans les modules, alors on a des dashboards spécifiques à AuditBit, ça je ne vous ai pas montré, pour l'instant on a fait que de la recherche à la main, j'allais dire, mais on a aussi des dashboards spécifiques. AuditBit. On a notamment le exécution ECS. Et cette exécution ECS va me permettre de voir qu'est-ce qui a été exécuté, typiquement comme commande. Et là, on peut chercher, pourquoi pas, dans... Est-ce qu'on a du Nginx? Je pense que c'est comme ça qu'il faut faire. Est-ce que ça marche? Oui. Ici, il y en a qui ont été démarrés. Et on voit qu'en fait, celui qui a vraiment lancé la commande à l'origine, même si le service c'est un restart qui a été fait par admin, en réalité, celui qui a vraiment lancé la commande, l'acteur primaire, là, comme ils disent, c'est le Elastic User. Donc on arrive à retomber quand même sur notre petit, on sait que c'est celui-là qui est le vilain petit canard. Alors moi, en tant qu'utilisateur, cette fois, je vais considérer que je suis un bon petit canard. J'ai mon répertoire qui s'appelle Elastic User, là, et puis j'ai mon fichier secret.txt, il est à moi, c'est mon fichier secret. Mais je peux avoir aussi des fois des admins qui sont un petit peu curieux. Est-ce que je peux me connecter ici? SSH. Non, je ne vais pas le faire. Je vais le faire ici. Je peux avoir donc des admins qui sont un petit peu curieux et qui peuvent aller voir dans le répertoire Home Elastic User, pourquoi pas. Il regarde, il y a un petit fichier secret. Oh, dis donc, ça a l'air drôlement intéressant ce truc-là. Je vais regarder ce que c'est que ce fichier secret.txt. J'ai pas le droit, mais c'est pas grave. Moi, je suis admin, je fais ce que je veux. Ah, et il y a MySecret dedans. Ok, très bien. Sauf que ça, on pourrait dire que c'est un abus de pouvoir de l'admin finalement, ce truc-là. Et on n'aime pas trop les abus de pouvoir. Donc, on a tagué cet événement, on le collecte aussi. Et dans la partie, on va aller voir dans Overview ECS, AuditBit, il est où? Il est là, voilà, je l'avais sous les yeux. Overview ECS, où là vous avez un aperçu de tous les trucs qui ont été capturés, toutes les règles qui ont été capturées, comme tout à l'heure. On peut aller regarder spécifiquement pour est-ce qu'il n'y aurait pas un tag, alors je le connais moi, parce que la règle, on l'a créée, qui s'appelle Power Abuse. Vous avez de l'autocomplétion sur ce système, c'est pas mal. Il va vraiment interroger Elasticsearch pour trouver quelles sont les choses à proposer, donc c'est assez pratique. Et là on voit qu'effectivement, j'ai un Elastic Admin qui a ouvert un fichier et auquel il n'avait sans doute pas le droit, qui est mon fichier secret. Donc ça c'est une information qui a été collectée. Comment ça a été collecté? Il est là. Celui-là. On a une règle qui est ici. Voilà, celle-là. Si jamais j'ai un utilisateur avec un groupe supérieur ou égal à 1000, je pense que c'est ça. Non, pour les groupes supérieurs ou égal à 1000, si jamais il y a quelque chose qui va dans le répertoire home d'un autre utilisateur, à ce moment-là, rajoute le tag Power Abuse qu'on vient de voir précédemment. Donc c'est configuré de cette façon-là. Ça, c'est pour AuditBit. Alors nous, on aime bien manger notre propre nourriture pour chien. C'est mieux en anglais, cette phrase. En réalité, on préfère dire, même en anglais, on drink your own champagne, on préfère boire notre propre champagne. C'est un peu plus classe que ce truc. Et AuditBit, c'est un composant dont on se sert très abondamment dans Elastic Cloud pour justement auditer tout ce qui se passe au niveau de la sécurité sur notre plateforme nous-mêmes. Je crois qu'on a rendu public les règles d'audit d'ailleurs qu'on applique. Je pense que ça a été un combat avec l'équipe sécurité pour arriver à les rendre publiques. Mais... Donc, elles sont publiées quelque part. Je crois que c'est dans un blog post ou quelque chose comme ça. Dans AuditBit, je vous ai montré la partie Audit D, mais on a aussi un module système. Un module système qui va permettre de récupérer d'autres types d'informations. Donc plus système, comme son nom l'indique. Et je vais vous montrer ça rapidement. Donc je suis sur ma machine, tac, et je vais faire par exemple un petit netcat. J'aurais dû vous montrer d'abord comment on activait le truc système. Je vais vous montrer là. Donc ça c'est le module audit D et le module système, le voilà.
Donc le module système est là et on peut activer différents datasets, les logins, les hosts, les users, les packages, etc. Détecter les changements de mot de passe par exemple. Donc tout ça, il y a plein de règles derrière qui sont nativement créées pour vous. Et donc, si je veux maintenant voir ça en œuvre, je peux faire un netcat-l donc pour ouvrir une socket sur cette machine. Okay. Et puis ici, je vais pouvoir faire un petit telnet. Donc là, je suis sur ma machine locale, enfin sur la machine locale de Philippe. Je me la suis appropriée, je la trouve très bien ta machine, Philippe, donc je vais peut-être la garder en fait. Merci, hein. Ça me fait plaisir. Ça marche? Ouais. Et je peux faire un Hello World. J'aurais dû mettre BlendMed. Oh, je savais même pas qu'il répondait ça. Wow. Ça n'a pas marché? Ah, bah oui, c'est ça. Ah oui, t'as pas Telnet. Ah bon. Comment je peux faire? Non, je peux pas faire un curl. Oh. Bon, bah tant pis, vous ne verrez pas cette partie-là. Tant pis, c'est dommage. J'avais un truc à vous montrer. Je peux faire à la place d'un Telnet. Tu sais pas? Ouais, moi non plus. Ouais, moi aussi, j'ai fait du Java et Telnet, c'est pas mon truc. C'est pas grave. Je vais vous montrer autre chose, tant pis. On va basculer sur autre chose. Donc, dans les dashboards système d'AuditBit qu'on a, on a cette vue package. Et package, ça va être assez pratique, c'est pour voir quels sont les packages qui ont été installés sur la machine, les mises à jour de package, etc. Alors là, j'ai rien sur les 15 dernières minutes. Si je reprends sur les 7 derniers jours, ouais, on va voir ici tous les packages qui ont été installés, quand, etc. Est-ce qu'il y a eu des mises à jour? Oui, ouais, a priori, il y a eu des mises à jour de fait, etc. Quels sont les packages qui ont été mis à jour? Quelles sont les versions des packages qui ont été mis à jour? Donc tout ça, c'est collecté, c'est pareil. Vous pouvez avoir comme ça un aperçu de toute l'information utile. Donc, tant pis pour cette partie-là. On a aussi un module qui s'appelle File Integrity Module. Donc celui-là, pour le coup, cette partie-là va fonctionner sur Windows. Tout à l'heure, je vous ai dit AuditBit. Alors, c'est pas AuditBit, c'est AuditBit. La partie AuditD ne fonctionne pas sous Windows. AuditBit File Integrity va fonctionner sous Windows. Et le principe, c'est que ça va permettre de monitorer des modifications sur des fichiers qui peuvent être importants pour vous. Alors, ne faites pas un monitoring de tout votre file system parce que ça va être désastreux pour vous. Mais vous pouvez le faire sur autre chose. Alors, comment c'est configuré? Pareil, je retourne là-dedans. Voilà, le File Integrity, ici, il regarde tout ce qui se passe dans ce dossier var www HTML. Et il me monitore. Si je fais... Donc ça veut dire que j'ai un site web là qui doit tourner. Si je fais Xira... Hop. Voilà, j'ai un petit site web, pas très important en soi. Mais si je fais un sudo vi, ça, il doit s'appeler index.html, et que je fais ici plein de web mix, j'ai raté le D, c'est pas grave. M'en voudrais pas. Hein. Tac. J'ai juste fait une modification, donc j'ai hacké le site web, on va dire. Hein. J'ai réussi à rentrer sur le site web, j'ai hacké le site web, et j'ai fait une modification, et j'ai mis ma propre pub, mes modules, ce que vous voulez. Quel est l'impact de ça? Ben, en fait, on peut aller voir ça dans AuditBit, le module qui s'appelle File... Mince. Ah, il faut que je clique ici. C'est sensible ce clavier. Qui s'appelle File Integrity. Voilà, avec un aperçu. Alors là, c'est sur les 7 derniers jours. Je vais remettre sur les 15 dernières minutes. Ça suffit. Effectivement, j'ai une modification. Il y a une modification de fait. C'est celle que je viens de faire à l'instant. Quelqu'un a modifié mon fichier index.html. Et là-dedans, on peut aller voir le détail des informations. Alors, sur quel host a eu lieu la modification. Et là, pareil, tout un tas d'informations qui ont été collectées par AuditBit sur cette partie-là. Alors, comment ça marche, ce système de File Integrity? Ça utilise des clés de hash. Et les clés de hash, il y en a de différents types. Alors, par défaut, on utilise une SHA-1 qui est plutôt pas mal. Si vous voulez vraiment avoir les meilleures performances possibles, mais il y a sans doute une contrepartie à payer, c'est le XXH64 qui semble être le plus performant.
là-dessus. Donc vous pouvez sélectionner le type de clé. Mais bon, utilisez la clé par défaut sinon. Tout ça, ça peut tourner aussi dans une configuration pour Kubernetes. Je parle d'AuditBit. Dans un daemon set. Et il y a un lien ici qui vous explique comment, enfin une configuration type pour déployer AuditBit dans un contexte Kubernetes. En parlant de ça, je vous ai parlé des processeurs tout à l'heure qui permettent d'enrichir avec des informations de cloud vos événements. Vous avez aussi des processeurs, si jamais vous faites du Docker ou du Kubernetes. Vous pouvez ajouter ces deux processeurs et ça va en plus collecter de l'information sur le host qui fait tourner votre conteneur, quoi. Donc ça va en plus vous enrichir la donnée. Alors je vous ai expliqué que nous, on aime bien collecter toutes les informations. C'est ce qu'on vous conseille de faire. Donc FileBit pour les logs, vous pouvez imaginer ça pour les logs Cisco par exemple. Les logs Cisco de vos firewalls, c'est une notion de sécurité tout ça. PacketBit pour la partie réseau, AuditBit ce qu'on vient de voir pour la partie sécurité. Et en collectant toutes ces informations, nous on s'est rendu compte qu'on avait besoin absolument d'être consistant au niveau des noms des champs. Il fallait absolument que les noms des champs soient consistants à travers tous les documents JSON qu'on indexe. Et on a investi beaucoup d'efforts dans ce qu'on appelle le Elastic Common Schema, qui commence à être utilisé par d'autres acteurs d'ailleurs du marché, et qui permet d'avoir vraiment un schéma commun qu'on applique. Donc c'est une référence, c'est à peu près, c'est décrit comme ça. On dit ici par exemple que le champ timestamp c'est une date, il est obligatoire, voici un exemple de date et voilà son format, et on fait ça pour tous les champs. Et donc tous les champs sont normalisés, que ça vienne d'AuditBit, de FileBit, de PacketBit, etc. Le champ date s'appellera toujours @timestamp, c'est la norme, etc. Donc si jamais vous faites vous-même des composants bits, vous pouvez très bien utiliser cette norme-là. Donc du coup, ça vous permet, quand vous passez d'un dashboard à l'autre, d'avoir une vue consistante. Vous avez vu depuis tout à l'heure, j'arrête pas de basculer justement d'un dashboard à l'autre. Et c'est un petit peu pénible, cette expérience utilisateur en fait. Moi je trouve ça assez pénible parce que sans arrêt, vous pouvez perdre du contexte, vous pouvez perdre de l'information. Pour résoudre ce problème-là, on a développé quelque chose qui s'appelle ElasticSim, qui permet de simplifier la vie de l'expert en sécurité. Plutôt que d'aller dans plein de dashboards à la fois, on va lui offrir une expérience unique qui va lui permettre d'avoir un accès complètement centralisé à l'information et d'être capable de faire de la corrélation d'informations. Alors, SIM, c'est seulement une application Kibana, ça n'est que ça. Aujourd'hui, il n'y a pas d'autres modules que celui-là. Mais ça apporte vraiment beaucoup de possibilités pour l'analyse sur les intrusions que vous pouvez avoir dans votre système d'information. Je ne l'ai pas précisé, mais depuis tout à l'heure, tout ce que je vous dis, c'est gratuit. C'est dans la version basique gratuite d'Elastic. Je vous le dis quand même. Donc une petite démo de ce truc-là. Alors, il y a donc dans Kibana maintenant un bouton, ici c'est celui-là, SIM, qui correspond à cette application dont je vous parle. Donc on va regarder. Alors par contre, je ne vais pas avoir mon netcat de tout à l'heure que je voulais avoir. Donc là, vous avez un aperçu de tout ce qu'on a collecté sur les 24 dernières heures. Donc j'ai dit, on a le module audit d'AuditBit qui est activé. Ouais, on a collecté 322 000 événements sur les 24 dernières heures. Le module File Integrity, c'est sans doute ce que j'ai fait tout à l'heure. J'ai fait une petite modif. Ça doit être celui-là qu'on voit. Des logins, AuditBit, les packages, etc. Donc voilà tout ce qu'on a collecté. Les FileBit. J'ai dit tout à l'heure, on avait FileBit AuditD aussi qui était activé. Non, FileBit System, pardon, qui est activé. On n'a pas WinLogBit. Et sur le réseau, je vous ai parlé de PacketBit. Donc PacketBit peut collecter de l'information. Donc là, par exemple, PacketBit collecte des flux entre des machines. Il y a quelque chose qui sort de ma machine vers une autre machine. Ça, c'est quelque chose, une information que je collecte. Si c'est des appels DNS, vous allez aussi pouvoir voir le détail de l'appel DNS, vers quel domaine on essaye d'aller, etc. Et voilà, est-ce que c'est un domaine bien ou pas bien, quoi, par exemple. Donc toutes ces informations sont là. Vous avez cette vue, vous allez dans Host. Host, alors je suis sur quoi, les 24 dernières heures, je vais peut-être mettre les 15 dernières minutes. Il va falloir que j'étende parce que comme j'ai pas mon netcat que je voulais avoir, du coup, vous avez une vue là de tous les hosts qui sont collectés. Alors là, j'ai qu'un seul host, ça a un tout petit peu moins d'intérêt, mais imaginez, vous avez votre centaine de hosts là-dedans et vous allez pouvoir faire une enquête de sécurité sur la centaine de hosts à la fois.
puisque tout est normalisé. Je vais aller voir ici, donc vous avez plusieurs tabs, les authentifications. Je vais aller voir Uncommon Process. Donc là, j'ai différents types de process qui ont été démarrés. Alors moi, je cherchais mon netcat de tout à l'heure, donc je vais faire comme hier, j'ai répété. Je crois. J'ai répété hier. Peut-être. On va aller voir si je trouve mon netcat. Alors je peux chercher, je pense ici, netcat. Ouais, j'en ai un là. Ok, donc là je vois que j'ai effectivement quelqu'un qui a démarré un process netcat et j'ai envie d'explorer cette information et de comprendre qui c'était, qu'est-ce qui s'est passé, etc. Donc ce que vous faites en fait, quand vous avez ces boutons-là, vous pouvez prendre ce champ et le dropper dans la timeline ici. Tac. Et là je vais avoir maintenant un contexte d'enquête. Donc je suis dans ma... Ici j'ai cette partie timeline et je vais avoir un contexte d'enquête. Quand j'ouvre ça, en fait, il va juste me filtrer tous mes événements pour me dire voici tous les événements qui sont tagués avec netcat dans le process name. Alors, quelle que soit la source, hein, je vous ai dit, c'est normalisé avec ECS. Donc, si c'est un truc FileBit qui a logué cette information, on le récupère. Si c'est un truc, je sais pas, AuditBit qui a récupéré cette information, on va aussi le mettre dans process.name. Donc, ça, c'est pratique. Genre, je peux lui donner un petit nom. Je peux lui dire ça, c'est netcat inhabituel. Pourquoi pas. Je lui donne un petit nom, je peux le décrire, je peux rajouter une note. Je vais mettre, tiens, c'est bizarre. Vous pouvez mettre du markdown si vous voulez. Ça va me permettre de revenir sur mes notes plus tard et dans mon enquête, ça va être utile. Alors, qu'est-ce que je vois ici? Je vois alors, différents types d'événements. Si j'ouvre celui-là, par exemple, donc quand on l'ouvre, c'est un petit peu la vue qu'on avait tout à l'heure. Celui-là, vous voyez, il vient de paquet bits. Et il me dit, c'est dans tel index que je l'ai trouvé, donc c'est une information collectée au niveau de la couche réseau sur netcat. Je voudrais voir un qui vient d'AuditBit. Alors comment je vais faire ça? Il va être un peu dessous. Alors, comme c'est du réseau, il a une présentation particulière. Vous voyez que j'ai la source à destination, qu'est-ce qui a été échangé, etc. Ça, c'est du network traffic. Est-ce que j'ai autre chose? Network traffic. Ah oui. Ici, là, j'ai un process qui a été démarré. Donc, ce process-là, si j'ouvre cette ligne-là, je vois que là, cette information vient d'AuditBit. Donc c'est ce que je vous disais, c'est sur la même application, on a centralisé toute l'information, que ce soit AuditBit, PacketBit et compagnie. Il doit me rester 10 minutes, c'est ça? Ouais. S'il y a. Mais je n'ai pas fini, je suis bavard. Tant pis. Hein. Et je crois qu'en plus, j'ai 1 heure après, quelque part dans une salle où je reste, et vous pouvez venir me voir et poser des questions. Donc ça, c'est encore bien, ça. Voilà, ça c'est chouette. Donc ça, c'est mon composant AuditBit. Alors celui-là, par exemple, il m'intéresse. C'est pas mon composant, c'est ma ligne AuditBit. Celui-là m'intéresse, je vais dire clac. Je vais l'accrocher, celui-là, parce que je veux qu'il soit important. Puis je vais rajouter un petit nom. Je vais dire, vous voyez, là, c'est un process stop. Donc quelqu'un a stoppé netcat. Je mets un petit commentaire, comme ça aidera les personnes qui enquêtent. Parce qu'on n'a pas toujours la mémoire qu'il faut. Clac. Et je dois avoir quelque part le start du process, ouais. Ici, j'ai un process start, pareil. Bah, je peux faire start netcat. Et hop, j'ajoute ma note. Ce qu'on peut regarder, c'est cet Elastic Admin là, c'est lui qui a lancé ce process en fait. Netcat, il est où? Il est là, ici. Non, il est là. C'est lui qui a lancé le process. Bah, ce que je peux faire, c'est là, je suis en train de regarder que les process. Les logs, enfin les informations dont le process name est netcat, mais je peux aussi dire, mais dis-moi aussi tout ce qu'a fait l'utilisateur Elastic Admin. Donc je prends ce champ et je dis maintenant, enquête-moi là-dessus. Donc j'ai soit tous les process netcat ou tout ce qu'a fait Elastic Admin. Donc je vois toute cette information. Donc là, je peux voir exactement et remonter ce qu'a fait cet utilisateur. Qu'est-ce qu'il a fait lui? Logout, bon, il s'est sans doute délogué, etc. Okay, donc ça me permet d'avoir mon enquête. Tout ce que je viens de collecter ici comme information, c'est disponible ensuite dans ce qu'on appelle les timelines. Ici, et je peux revoir mon netcat inhabituel ici. Donc j'ai fini mon enquête, ou je vais faire ma pause déjeuner et je reviens. Il ne faut pas faire ça quand on a des intrusions, mais bon, pourquoi pas. Ou je veux passer surtout cette information à un autre service. Parce qu'il y a peut-être des experts de la couche réseau qui peuvent continuer l'enquête. Moi, je suis peut-être un expert OS.
Donc à ce moment-là, eux, je vais leur passer ce contexte-là, et là, ils vont avoir toute l'information. Ils vont dire, ouais, ok, je sais qu'il y a un truc bizarre là, et puis il y a eu un stop et un start, et quand je vais ouvrir ce truc-là, je vais me retrouver dans le contexte d'enquête que vous avez vu tout à l'heure. Donc ça va permettre de passer cette information. Dans la vue network, on va voir. Je vais pas mettre yesterday, du coup je vais mettre maintenant sur les 15 dernières minutes, je pense. Tac. On voit que on a des gens qui se connectent d'un peu n'importe où. Alors là, c'est sans doute nous. On est au centre des congrès de Lyon, vraisemblablement. Ça, c'est bon. Ça a l'air d'être OK, ce truc-là. Je vais faire ici, par contre, une nouvelle timeline. Et ce que je peux faire, c'est dire, tiens, alors qu'est-ce que j'ai là? Celui-là, ouais, il ne m'intéresse pas. Tiens, Digital Océan. Pas mal ça. Je vais cliquer dessus. Je vais dire, tiens, est-ce qu'il y a d'autres personnes chez Digital Océan qui essayent en ce moment de m'attaquer ou de faire quelque chose? Donc je peux cliquer là-dessus. Donc je vois que Digital Océan. Effectivement, je vois ce truc-là, Digital Océan. Je vois son adresse IP, il est en Inde, a priori. Et tac, je peux aussi dropper ça dans la timeline. En disant, est-ce que j'ai d'autres personnes? Enfin, je peux, si ça marche. J'ai un peu de mal avec le drag and drop. Ouais. OK. Donc là, je suis dans la timeline et je vois toutes les tentatives d'un fournisseur de type Digital Océan. Alors, c'est peut-être d'autres personnes, il n'y a peut-être pas que cette adresse IP-là. Ouais, vous voyez, j'en ai d'autres qui sont aussi dans le fournisseur Digital Océan qui essayent de se connecter à la machine. Je ne sais pas si vous avez essayé, vous, tout à l'heure. Donc, on peut prendre, comme tout à l'heure, on peut dire, je vais rajouter l'event catégorie authentification ici. Je vais dire clac. Donc, je veux voir tous les événements qui sont de type authentification. Je vais rajouter un champ qui s'appelle outcome, parce que celui-là, il m'intéresse beaucoup. Donc, quel a été le succès de cette authentification, finalement? Voilà, là, je vois que c'est des échecs. Bon, ok, ils n'ont pas réussi à se connecter, très bien. Si je mets ça ici, je vais voir que les échecs, mais du coup, ce qui m'intéresse, c'est de voir, est-ce que par hasard, il y aurait quelque chose qui n'est pas un échec? Ok, ça va. Il y a plein de gens qui essayent, mais pour l'instant, en tout cas, de cette organisation-là, il n'y en a pas un qui a réussi à passer. Je peux enlever ça pour voir? Ouh, il y en a qui ont réussi à passer. Ah oui, mais c'est moi, mais Elastic Admin, donc ça va. C'est bon. Ok, donc ça c'est bon. Donc voilà, ça c'est SIEM. Et je vais finir avec quelques petits mots. On a, dans l'offre commerciale, on a un truc qui s'appelle Machine Learning qui permet de faire de la détection d'anomalies automatiques sur des données temporelles. Donc plutôt que de mettre des seuils sur des trucs, ça va calculer des modèles automatiquement et trouver cette information. Et ça, connecté à SIEM, plutôt que d'aller vous-même chercher dans cette montagne de données des anomalies, ça vous envoie déjà les anomalies. Après, vous n'avez plus qu'à enquêter sur les anomalies. Donc c'est pratique pour ça, mais c'est commercial, je vous le dis. Et on a fait l'acquisition d'une boîte qui s'appelle... je ne me rappelle plus le nom de la boîte. Netgame. Non, Endgame. Et on a créé quelque chose qui s'appelle, avec eux, qui s'appelle le Elastic Endpoint. Alors c'est quoi Endpoint? Ça va plus loin que l'analyse de sécurité, c'est de la protection. C'est-à-dire que cette fois, ce système-là va vous permettre non seulement de détecter de l'information, etc., mais en plus de killer des process à distance, de dire non, non, attention, il y a un process bizarre qui est en train d'être démarré sur telle machine utilisateur, clac, tu le tues celui-là, parce que dans mon enquête, je vois ça. Donc il y a d'autres interfaces qui viennent avec. Pour l'instant, c'est un produit à part qui tourne sur Elasticsearch. Depuis le début, ça a toujours tourné sur Elasticsearch, ce truc-là. Et on est en train de l'intégrer. Et dans le futur, vous verrez ça comme un module, finalement, de la suite Elastic. Ça sera beaucoup plus intégré. Mais c'est déjà très, très pratique à utiliser. On a changé le pricing model pour ceux qui faisaient du endpoint. Maintenant, c'est plus par machine que vous monitorez, c'est juste le pricing habituel d'Elastic, c'est le nombre de data nodes que vous avez. C'est payant, hein, ce truc-là aussi. Donc avec Elastic, on a vu qu'on a pas mal de briques pour faire des audits. On a vu AuditD, on a vu FileBit, on a vu AuditBit, on a vu la partie SIEM. Le code que je vous ai montré aujourd'hui, tout est disponible. Si vous voulez redéployer des machines telles que celles que j'étais en démo, vous pouvez aller regarder dans ce repository-là. Je crois que c'est des scripts Ansible qu'il y a là-dedans, si vous voulez refaire ça chez vous. Et je vous remercie de votre attention.